Bonjour à tous. On va démarrer donc cette session consacrée à la finance verte. Est-ce que c'est le reflet de nos aspirations responsables? Alors, comme on le fait traditionnellement, eh bien, chacun de nos intervenants va exposer. Donc, on va essayer de faire un état des lieux d'abord, et puis ensuite faire un peu de prospective et voir finalement qu'est-ce qui pourrait se passer pour les années à venir. Alors, avec nous, vous l'avez remarqué, plus de femmes que d'hommes. C'est assez exceptionnel, oui. Je pense qu'on peut applaudir. C'est assez exceptionnel pour les rencontres. Et on va parler de finances vertes, donc sans doute l'avenir, et l'avenir donc avec des femmes dans cette finance verte. Alors je vais commencer avec vous, Victoire Aubry. Vous êtes membre du comité exécutif en charge des finances juridiques, des systèmes d'information et de l'environnement de travail chez ICAD. Vous avez fait toute votre carrière dans la finance, notamment dans la banque d'investissement Xis, le groupe Caisse des Dépôts évidemment. Avant, vous aviez travaillé dans l'assurance, donc CNP Assurance, donc dans le tourisme avec la Compagnie des Alpes. Et vous faites partie aujourd'hui des premières foncières à avoir émis une émission green en septembre 2017. Et c'est notamment à ce titre-là que vous participez à cette table ronde. Avec nous, Suzanne Bouchta, donc elle est de l'autre côté, donc à côté en fait, à côté de Thierry. Suzanne, donc vous êtes directeur général donc des marchés de capitaux, responsable en fait du département Green Bonds dans le monde, au sein de la division des marchés de capitaux de la banque américaine Merrill Lynch. Et vous conseillez vos clients sur les marchés de capitaux, les financements de produits spécifiques, évidemment, relatifs aux Green Bonds. Enfin, entre vous deux, Karine Benjenip, vous êtes directeur général d'ING Bank en France. Vous avez été ministre du Commerce extérieur aux Pays-Bas. Votre banque, elle compte en France 1 million de particuliers et vous travaillez aussi évidemment dans le secteur de la grande entreprise. Thierry Déot, donc, est à côté de Suzanne. Il est ingénieur des ponts et chaussées. Vous êtes directeur général de Meridian, qui est un fonds que vous avez créé en 2005. Vous comptez aujourd'hui 70 projets à votre actif, enfin le fonds, disséminés à travers l'Europe et les États-Unis. Vous avez attaqué le marché africain en 2014. Et puis, à côté de moi, Philippe Sedbon, vous êtes directeur général de Groupama Asset Management. Vous avez fait toute votre carrière dans la finance, dans l'asset management lié à la finance. Et vous êtes également donc le vice-président de l'AFG, l'Association française de gestion. Et puis bien sûr, pour démarrer cette table ronde, eh bien, le membre du cercle, c'est Bertrand Badré, donc le coordinateur de cette table ronde, ex-directeur général de la Banque mondiale. Vous avez évidemment aussi travaillé au Crédit Agricole, à la Société Générale. Vous avez été ancien conseiller pour l'Afrique, pour le développement. Donc, et puis vous avez fait bien d'autres choses. Et aujourd'hui notamment, vous êtes le fondateur donc, d'un fonds. Vous allez peut-être nous en dire quelques mots tout à l'heure. Donc un fonds d'investissement qui est aujourd'hui en plein démarrage, en pleine croissance. Alors d'abord peut-être Bertrand, pour planter ce décor, cette finance verte, est-ce que c'est vraiment, comme le dit le titre de notre table ronde, le reflet de nos aspirations responsables? Est-ce que cette finance verte aujourd'hui, elle est véritablement tangible, réelle? C'est pas que du greenwashing? Non, alors le mot reflet est en lui-même pas un appel à la solidité. On peut marcher sur l'eau, mais c'est compliqué de marcher sur un reflet. Alors, je crois que c'était important qu'on ait une discussion quand on parle des métamorphoses du monde, qu'on n'écarte pas les métamorphoses possibles ou souhaitables de la finance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de métamorphose du monde, en tout cas dans le sens que l'on souhaite, si on ne transforme pas la finance dans un sens que l'on souhaite aussi. Alors, si on prend un tout petit peu de recul, on a pris un certain nombre d'engagements en 2015, notamment sur le climat en France, la fameuse COP21, et plus généralement, les engagements pour le développement durable dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies la même année. Donc on a des engagements, on a une feuille de route. La question, c'est que si on est sérieux sur ces engagements, sur cette feuille de route, il faut bien qu'on ait le système financier qui nous permette d'être crédible, de la mettre en œuvre, cette feuille de route. Il s'agit de finance verte, et je pense qu'il s'agit plus largement de finance responsable. La finance verte, c'est un élément d'un kaléidoscope à concevoir. Donc est-ce que la finance, sous tous ses aspects, et on a une très grande diversité autour de cette table de ce que peut être la finance aujourd'hui, est-ce que la finance va suivre? Alors si on regarde les unes des journaux, les multiples conférences, les déclarations, on a le sentiment que ça va bien, qu'on avance vite. La question que je voudrais qu'on traite aujourd'hui autour de cette table, est-ce que c'est si sûr qu'on avance bien? Est-ce que les progrès de cette finance verte, cette finance responsable, sont aussi réels qu'on le croit? Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils nous mettent sur la bonne trajectoire ou est-ce que c'est juste un pis-aller? Et dernier point, est-ce que ces progrès sont irréversibles? Imaginez qu'il y a une grave crise financière dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Est-ce qu'on ne va pas immédiatement abandonner tout progrès sur cette voie pour revenir à des réactions un peu plus classiques?
On est donc finalement confronté à cette question traditionnelle d'un verre qu'on a tous plutôt dans cette salle envie de voir à moitié plein et dont on se demande confusément s'il n'est pas à moitié vide ou même un peu plus vide que ça. On prend l'exemple des green bonds, les obligations vertes, qui sont le produit phare de cette finance verte. En réalité, c'est 200 milliards de dollars. Alors, pour n'importe qui, 200 milliards, c'est beaucoup. Par rapport à la taille du marché obligataire mondial, c'est une fraction. C'est de l'ordre de 1 pour 1000 ou quelques pour 1000 de ce marché. C'est tout petit. Si on regarde un autre produit dont on commence un peu à parler, le Social Impact Bond, l'obligation à intérêt social, on en parle beaucoup, c'est 3 milliards dans le monde. Donc on voit que ce n'est même pas un millier, c'est du millionième. Donc là aussi, on en parle beaucoup, la réalité est encore extrêmement modeste. Et je vois bien avec l'expérience du fonds que vous avez évoqué, Isabelle, que je suis en train de créer, on voit bien cette tension dans l'univers de la finance entre une volonté d'aller de l'avant, une volonté un peu visionnaire de comprendre cette nouvelle finance, et en même temps un univers qui reste très ancré dans des réflexes, un écosystème passé, que ce soit la comptabilité, le rating, la conformité, etc. Donc on voit bien cette tension très forte qui n'est pas résolue et qui se double d'une tension géopolitique, alors je monte et je descends les étages, entre deux modèles financiers qui sont en train de reprendre un peu le contrôle de la planète, un modèle américain où la déréglementation redevient la norme et un modèle chinois où le rôle de l'État redevient la norme. Que vient faire la finance européenne au milieu de tout ça? Comment va-t-elle choisir une autre voie ou l'une de ces deux voies? Donc, conclusion de cette introduction, si je puis dire, la finance verte et demain la finance soutenable et responsable. Est-ce que cette finance dont on parle beaucoup, elle a finalement acquis sa vitesse de sortie de l'orbite planétaire? Est-ce qu'on est finalement assez sûr que ça marche? Est-ce qu'elle va rester un aspect marginal de la finance ou est-ce qu'elle va profondément transformer la finance de l'intérieur pour que d'une certaine manière, toute la finance soit verte et responsable d'ici 20 ou 30 ans? Va-t-on réinventer, grâce à cette finance, au-delà autre chose qu'un reflet, va-t-on réinventer profondément, comme moi je le souhaite, je suis totalement biaisé évidemment, mais comme moi je le souhaite, toute notre approche? Est-ce qu'on va résoudre en combinant une approche à la fois, je dirais, traditionnellement réglementaire, en encourageant les produits, en les définissant, donc en ayant une politique de l'offre sur le type de produit qu'on peut offrir, comme une incitation sur la demande? Pourquoi a-t-on besoin de finances? Qui veut investir? Quel projet? Est-ce qu'on va pouvoir résoudre l'allocation de nos richesses au niveau mondial au bon endroit? Ça, c'est la question très importante. Bon endroit, bon secteur. C'est la question que je laisse en suspens et je repasse la parole à Isabelle. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Merci de l'applaudir. Alors justement, donc, Karine, j'aimerais qu'on commence avec vous sur cet état des lieux. Je le disais tout à l'heure, on va essayer donc de scinder vos interventions en deux parties, avec tout d'abord cet état des lieux. Où est-ce que vous avez le sentiment qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on en est assez loin déjà? Merci Isabelle. Peut-être pour partager un peu le sentiment de Bertrand, pourquoi on fait tout ça? Quand je pense à ma fille, c'est maintenant ou jamais. Comme on dit en anglais, there is no planet B, il n'y a pas de planète B. Donc c'est vraiment à nous, les banques, les entreprises, les citoyens, le gouvernement, pour bouger maintenant. Et si les autres ne bougent pas, ce n'est plus une excuse de rester, mais c'est aussi une autre raison pour devenir un frontrunner et vraiment de choisir de construire un marché plus vert et plus dynamique, plus innovant. Donc on n'a pas le choix, mais c'est pas aussi une question peut-être de bonne conscience quand même, de se dire il faut le faire parce que au moins ça nous légitimise dans une bonne direction? C'est naturellement le cas que les clients, les citoyens, aussi les équipes, ils demandent de faire quelque chose, ils demandent de bouger plus loin et c'est aussi une grande inspiration pour les équipes pour le faire. Mais c'est une vraie conviction qu'on doit le faire, c'est aussi une vraie conviction que les entreprises plus durables sont les gagnantes de demain. Ils sont vraiment plus innovantes, plus orientées vers l'extérieur. Donc, c'est l'entreprise qui va gagner le marché dans l'avenir. Mais la grande question est comment de le faire. Donc, on voit naturellement on voit trois choses. Une, c'est par être un rôle modèle. Pas seulement comme une banque, mais aussi pour toutes les entreprises. C'est avec la politique d'achat, la réduction de propre empreinte CO2. Pour nous, c'est un nouveau siège sans impact sur l'environnement. Deuxième route, c'est vraiment être forte dans nos choix. Et pour nous, ça veut dire comme banque, plus de financement de charbon. Ça, c'est une grande étape
et ça va vraiment changer quelque chose. Et troisième, c'est pas être innovante. Et comme Bertrand a dit, on a les green bonds. Ça, c'était vraiment un grand succès depuis quelques années. Et on peut voir que le marché a agrandi, mais c'est encore assez taillé. C'est encore petit quand même. Hein. C'est encore petit. C'est seulement 4%, donc c'est assez petit. Et la grande discussion maintenant, c'est que est vert pour un green bond et que n'est pas vert. What is green, what's not green? Suzanne va en parler, mais ça c'est la grande discussion maintenant. Mais c'est déjà une grande innovation qui a vraiment poussé beaucoup d'investissements verts dans les dernières 2-3 années. Mais les autres innovations maintenant dans le marché, c'est le Sustainable Improvement Loan. Ça veut dire que ce n'est pas un bond, mais c'est un loan. Et ce n'est pas seulement pour les projets verts, c'est pour les usages généraux, for general purposes. Et ça veut dire on a commencé en 2017, GING, nous étions le premier dans le marché, et ça veut dire pour une grande entreprise qui est plus durable, on paye moins d'intérêt. Donc les conditions d'empreinte sont dépendantes de sustainability rating de grandes entreprises. Donc ça veut dire très simple, plus durable, moins de coûts d'intérêt. Et je peux vous assurer, dans notre discussion avec le CFO, s'en vont. They really get going, parce que ça veut dire c'est moins d'euros de payer à une banque pour un prêt, oui. Victoire, vous n'avez pas l'air d'accord, hein, Victoire. Non, mais c'est vrai, c'est un Sustainable Improvement Loan. It means you pay less if you're more sustainable, if you have a higher sustainability rating. And that means that we have constructed in the last year 10 of those loans globally. One of the two first ones was in France with EDF. And so far we've done 7 or 8 other ones, and the first one in the real estate market a couple of months ago. And that really makes a difference because it's a general loan for general purposes, so not just for sustainability projects. Thank you very much. On vous entendra tout à l'heure encore. Suzanne, alors qu'est-ce que vous faites à votre niveau, donc maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne donc votre banque Merrill Lynch en matière de green bonds? Thank you. Sorry, I'm not very good in French, so this will be in English. So I run our green and social bond group globally at Merrill Lynch. I've been at Merrill Lynch for 19 years. In 2007, Merrill Lynch did the very first green bond, structured it for European Investment Bank, and that was sold to retail clients here in Europe. The market, just to give a little bit of history, for a long time, from 2007, right as we hit the crisis, until about 2013, was all done in green bond format by AAA-rated either supranationals or government agencies, and primarily in very small sizes, what we call private placement format. So maybe 5 million, for us 5 million is small, maybe 50 million. Starting in 2013, we saw a lot of changes in the marketplace, and from that point, you really see the green bond market start to take off in a steep upward growth. First thing that happened in 2013 is we had a $1 billion transaction. So instead of 5 million, a $1 billion transaction. That encouraged regular asset managers to feel this was a big liquid product and that they could participate. Then the second thing is that we see the first non-government entity and the first non-AAA entity issue a green bond, which means that for the first time you could get a little more interest rate than you get on a very secure AAA investment. The third thing that happened is that summer, myself and a gentleman from Citibank sat down and thought about how we can scale the market for as many capital markets clients as possible to encourage greater scale in solving the transition problem. We talked to many investors in Europe and in the United States that were interested in the green concept, and we came up with the green bond principles. As soon as we published it in September 2013, we encouraged all of our peers, all of our competitors to join us in the project, and we eventually gave the document to ICMA, based in Paris, the International Capital Markets Association, and ICMA has taken the document and made it more globally accepted.
The last thing that happened in 2013 is that our parent company at Merrill Lynch, Bank of America Corporation, did its own green bond to support the solar farms and wind farms that we invest in. And 2 days later, EDF, the French utility, issued a green bond to also support the solar farms and wind farms that it invested in. So we saw the market move from this very niche, AAA only, very low yield, very small size, to benchmark $1 billion size and regular corporate companies entering. In 2016, we saw China get on board. They have their own definition of what is green. Some European investors like some of the aspects and not other aspects, but having China support the market has been helpful. And then obviously in 2017, the French Trésor issued a 7 billion euro green bond. And we saw in 2017, France really lead the way in the green bond market with many of the financial institutions and corporations like ICAD in France issuing green bonds. One last thing to mention is that when we think of Finance Verte, we think simply green equals environment. So we're talking about environmental projects. We also now have started to develop social bonds for social projects like healthcare, education, access to financing for women or for minorities, etc. When we put these two together, we think of that as sustainability for fixed income. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, on voit déjà qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'avenir. On va en reparler dans quelques instants. Victoire, donc, vous faisiez une transition d'ailleurs toute trouvée. Tout à l'heure, Suzanne parlait de ICAD. Quelle est votre expérience, vous, en matière d'émissions green? Comment, finalement, donc, le contexte aujourd'hui vous aide à vous mettre en ordre de marche? Il faut être quand même particulièrement exemplaire aujourd'hui. Tout à fait, Isabelle, merci beaucoup. Bonjour à tous. Parlez bien près du micro. Voilà, merci. Peut-être en effet pour illustrer en effet à travers ICAD comment pour un corporate ce marché naissant des green bonds que Suzanne a présenté et qui a été structuré notamment grâce aux Green Bond Principles qui sont le process guideline absolument structurant de ce marché qui se développe. ICAD s'est en effet inscrit dans cette mouvance. Pourquoi? ICAD, c'est une foncière qui gère 13 milliards d'actifs, qui est donc dans l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier. Nous investissons dans les bureaux et nous investissons aussi dans les murs de santé. Et nous faisons aussi de la promotion. Et compte tenu de ce secteur d'activité dans lequel officie ICAD, très clairement, l'immobilier, c'est tout ce qui est sustainalytics, protection de l'environnement, protection de la biodiversité, ça fait partie de nos gènes. Et depuis des années maintenant, nous gérons nos actifs avec comme guideline les mesures adéquates pour essayer de baisser les consommations de CO2, pour permettre de produire des bâtiments dits bas carbone. On parle même aujourd'hui de bâtiments à énergie positive. Et donc tout ça pour vous expliquer que le day-to-day business, le pilotage des actifs chez ICAD aujourd'hui, c'est drivé par tout ce qui est RSE. Et donc ça a été tout à fait naturel que cette entreprise, qui gère donc 13 milliards d'actifs et qui gère 6 milliards de dettes et qui enlève près de 1 milliard par an, ait besoin de se tourner vers le marché de la finance verte pour aller jusqu'au bout de sa démarche RSE. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons souscrit, nous avons émis plus exactement cette première obligation verte en septembre de l'année dernière. C'est en effet une formidable expérience à plus d'un titre. D'abord, c'est managérialement, il faut peut-être le souligner ici, c'est une façon aussi de transformer les entreprises en profondeur. Pourquoi? Parce que pour la première fois, pour aller chercher de l'argent sur les marchés financiers, ce n'est pas seulement les équipes financières qui ont fait ça dans leur coin, avec des calculs financiers sophistiqués, mais c'est à travers plusieurs mois de travail avec les opérationnels, les gens qui travaillent les actifs, et donc qui réfléchissent aux manières d'améliorer la qualité de consommation environnementale de nos actifs, une fois encore nous sommes dans l'immobilier, et comment nous pouvons mettre la barre très très haut pour pouvoir justifier auprès des investisseurs de réaliser ce que l'on appelle un green bond. Donc c'est pour nous en effet une expérience humaine d'abord extrêmement intéressante. C'est aussi une manière d'avoir été levé de l'argent, je dirais de manière très aisée et très confortable. On a levé 600 millions d'euros à 10 ans en faisant toute une série de roadshows en amont. On appelle ça les roadshows parce qu'il faut aller voir les investisseurs qui restent encore, je pense, pour nombre d'entre eux à convaincre, ou en tout cas à convaincre trop prudent, c'est ce que vous voulez dire, trop frileux? Je ne sais pas trop prudent ou trop frileux, mais ça fera peut-être la deuxième partie du débat.
mais c'est très clairement ce qu'on a ressenti en allant rencontrer les investisseurs, et je suis allée à Londres, à Paris, à Francfort, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en réalité, ils sont positivement très sensibles. Bien évidemment, quand on vient leur voir et qu'on leur dit que l'argent qu'on leur demande de nous prêter, c'est pour financer des actifs qui vont améliorer la qualité de l'air et améliorer tout le dispositif environnemental, ils sont très favorablement accueillis. Mais quand vous leur demandez s'ils ont des fonds verts dédiés à ce type de bande, ils vous disent nos poches d'investissement sont encore petites et nous allons aussi investir à travers nos autres poches d'investissement parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas les sommes en jeu nécessaires et suffisantes pour répondre aux besoins à 100% aux besoins corporate. Alors Thierry, on va vous entendre maintenant, donc nous expliquer finalement Meridian, donc comment ça s'est passé pour vous, ça a démarré quand même très vite, très fort, c'est, on peut dire quand même un succès. Merci. Alors pour parler de finances vertes, je préfère parler, plutôt que de finances vertes, du financement de la transition, du financement de l'économie résiliente ou du financement du développement durable, comme l'a mentionné Bertrand, parce que le sujet n'est pas aujourd'hui de s'inventer nécessairement une nouvelle classe d'actifs de la finance verte et qu'on réduit souvent aux obligations obligataires. Si je pose la question de savoir ce que la France a fait des 7 milliards de green bonds qu'ils ont émis, je pense que personne ne saura me le dire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet. On peut émettre tous les green bonds qu'on veut. Le sujet ensuite, c'est de faire, c'est de former, c'est de collaborer entre le public et le privé, et c'est de mesurer l'impact. Et c'est dans ce sens-là que Meridiam, sur les 7 milliards d'actifs qu'on gère aujourd'hui, au moins 100% sont clairement dans des critères stricts de résilience et de développement durable, de résilience au changement climatique. Et une bonne partie, et je l'espère bientôt 100%, on est capable de mesurer l'impact avec les instruments de mesure qui ont été agréés au niveau des Nations Unies et des fameux SDG ou Objectifs de développement durable, pour parler bien français. Donc le sujet pour nous, il est moins parce que la finance est disponible, les liquidités sont disponibles sur le marché en abondance, et c'est moins de les labelliser que de les mobiliser pour des sujets de résilience, pour des sujets d'investissement pour le climat, pour les sujets de la transition écologique. Donc pour ça, il faut mettre en œuvre. Et je pense que l'obstacle majeur aujourd'hui, c'est moins d'être capable de lever de l'obligation verte que de dépenser cette obligation verte et de mettre en œuvre des projets ou des projets d'entreprise capables de mobiliser cela. Et pour ça, il faut utiliser tous les moyens disponibles. Les compétences disponibles, et ça, on en manque. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de transition écologique, nous arrivons à financer des petits objets comme par exemple des centrales de biomasse pour des coopératives agricoles au fin fond de la Mayenne, comme des projets de 8 milliards pour du transport écologique. Donc le sujet est vraiment cette mobilisation, et les compétences en France et dans le monde ne sont pas assez mobilisées là-dessus, et on pourra lever des milliards et des milliards qu'on ne pourra pas consommer ces milliards de finances vertes. C'est aussi la collaboration entre le public et le privé, arriver à réduire les risques dans les projets et les investissements, qu'on parle de recherche et développement pour des sociétés ou qu'on parle de projets d'infrastructure. Il y a un besoin de réduire le risque, et c'est là que l'argent public, qu'on parle de plan Juncker, qu'on parle des actions de la Caisse des dépôts ou de la BPI, peut aider à réduire ce risque pour mobiliser encore plus d'argent privé autour de cette finance verte. Mais je vais laisser le reste pour la fin. Tout à fait, merci beaucoup Thierry. Alors, donc j'aimerais qu'on vous entende, Philippe, sur le fait justement, alors vous avez été un peu interpellé déjà, notamment par ces dames, sur le fait que les investisseurs sont peut-être un peu trop prudents encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a dit, donc cette finance verte, elle est relativement récente, elle est encore relativement limitée aussi. Pourquoi finalement peut-être cette relative frilosité des investisseurs ? Bonjour, je vais essayer de répondre à votre question, Isabelle, bien sûr, et puis à la question posée en introduction par Bertrand, finalement. Est-ce que le verre, il est réellement à moitié vide, voire même un peu en dessous du vide, en dessous de la moitié ? Et puis est-ce que finalement les financiers, dont je fais partie depuis longtemps, vous l'avez rappelé, est-ce qu'on essaye de se racheter une virginité
suite à finalement pas mal de dégâts causés il y a quelques années. Et est-ce qu'on fait du greenwashing parce que c'est bien de faire quelque chose et puis c'est mieux de mettre greenwashing sur le fronton qu'un autre slogan. Et donc répondre ainsi à la frilosité dont vous parliez. Non, je ne crois pas. Je crois, si je pars d'un cas, alors parlant en dernier, je vais modifier un peu mon intervention et je vais essayer d'être concret dans ce que je vous dis. Si je pars d'un exemple très concret, l'année 2016 en France, les événements climatiques qui sont arrivés en 2016 en France ont causé des dégâts sur les récoltes dans notre pays, équivalent à ce qui est en probabilité, ce qui doit arriver une fois à peu près tous les 200 ans. Donc on n'est pas en train de parler de ce qui pourrait se produire dans 50 ans, on n'est pas en train de parler de la mousson de l'autre côté de la planète, on parle de chez nous il y a 2 ans. 2017, c'était pas tellement mieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, que la finance, à travers l'article 173 consécutif à la COP21, a été rattrapée, on va dire, par quelque part un encadrement, je ne parle pas de réglementation, mais un encadrement. Mais pour autant, la réalité nous a rattrapés, nous tous habitants de cette planète, et nous financiers, vous épargnants, moi épargnant, parce que nous sommes désormais impactés dans la valeur patrimoniale de nos actifs potentiellement. Donc il y a bien un risque de perte patrimoniale. Et donc on ne peut que en tenir compte. Et si on n'en tient pas compte, on ne remplit pas notre rôle, et là je parle du métier financier, qui est financement de projets et protection de la valeur patrimoniale des capitaux confiés. On se doit de mettre en œuvre la politique permettant d'atteindre les objectifs fixés. Et bien entendu, vous connaissez vos objectifs, j'en ai des différents, mais au global, on est à peu près tous les mêmes. On déteste la perte en capital et on est là, même si on veut faire du vert, même si on veut investir dans des sustainable assets, on veut de toute façon du rendement financier. J'aurai l'occasion d'y revenir peut-être dans la deuxième partie. Une fois qu'on a dit ça, et je fais juste une mini parenthèse, je vous renvoie à un excellent article sur l'urgence climatique dans la finance qui a été publié le 20 juin dernier, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps, et écrit par Claire Chavez et Patrick Vialanex, très intéressant. Une fois qu'on a dressé ce petit constat, les difficultés sont devant. Pourquoi? Parce que finalement, on va dire les actifs verts, ou en tout cas libellés comme verts aujourd'hui, et vous en avez parlé largement, sont assez réduits, en tout cas ceux qui s'offrent pour les investisseurs, non pas qu'ils sont frileux, mais les investisseurs que nous sommes ont un éventail d'assets devant qui est relativement réduit. Ça a deux conséquences. Un, la sélection, elle doit demeurer extrêmement rigoureuse. C'est pas parce qu'il y a un label vert que c'est intéressant à acheter, parce que l'objectif, c'est quand même aussi de dégager du rendement pour l'épargnant, pour l'investisseur final. Et deuxièmement, il y a aussi, parce que c'est un marché étroit, un potentiel risque, je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a un potentiel risque de surévaluation des prix d'actifs. Surévaluation des prix d'actifs, quand vous avez une offre réduite et une demande large, mécaniquement, on sait tous à quoi ça mène. Et donc, cette surévaluation potentielle pourrait amener des rendements pas à la hauteur des attentes, voire même des rendements négatifs sur la durée. Et donc, il est essentiel d'y faire face parce que je pense que ça serait le plus mauvais service à rendre à la cause environnementale et à la cause climatique, c'est-à-dire d'avoir des rendements financiers qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Et des opportunités d'investissement, il y en a beaucoup en réalité. Il y en a beaucoup parce que, et là je rejoins ce qu'a dit, ce qu'exposait Thierry à l'instant, c'est de dire finalement la finance verte en tant que telle, ça ne suffit pas et ça ne suffira pas sur la durée. Il faut aller plus loin, c'est ça, hein. Il faut aller plus loin, il faut être plus large dans l'approche. C'est-à-dire qu'on voit bien, et on a tous en tête, qu'on a en même temps une transition énergétique, on en parle là, on a une transition démographique, vieillissement, inégalité, on en a parlé hier, on en reparlera peut-être demain, et on a une transition numérique. Et si on ne gère pas les trois en même temps, on n'aura pas une réponse durable à notre enjeu, qui est un enjeu environnemental. Pour que le E fonctionne, il faut s'intéresser aux autres piliers. Mais quand même, ce que vous nous dites, c'est qu'a priori, donc, ces actifs verts, ils ne sont peut-être pas si intéressants que ça, ils sont risqués et ils ne sont pas avec des rendements formidables. Donc c'est un peu décourageant. Non, c'était pas... Non, mais je stigmatise un peu. Mais oui, un peu.
Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que pour pouvoir construire un portefeuille d'actifs digne de ce nom, c'est-à-dire qui mêle à la fois la recherche de performance, la contrainte de risque, bien entendu, et donc la protection en capital et autres, on doit construire de toute façon, raccrochez-vous toujours au principe de base qui est la diversification des actifs. Et donc, ce n'est pas en investissant sur 3 projets que vous faites un portefeuille diversifié. Et la diversification des actifs nous amène et nous oblige mécaniquement à élargir le spectre, comme je venais de l'exposer juste avant. Et je ne dis pas les actifs verts sont des mauvais actifs ou les green bonds sont des mauvais papiers. Non, au contraire. Et d'ailleurs, nous commençons, nous, à investir dedans de manière un peu plus industrialisée. Bon, je vous provoquais juste un petit peu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus quand même pour justement que ce marché prenne peut-être davantage son essor, Karine? I think looking forward, we see a couple of things that are really important. What we saw when we launched our first own green bond in 2015, and that was more than $1 billion at COP21. The reason that it was so successful was that we combined our commercial teams with our sustainability teams. So that gave a big breakthrough internally. What we see now in our conversations with our clients, the same is happening. Where we used to talk for green bonds, green loans, green projects to the sustainability teams or to energy companies who are in energy transition, we now see that the conversation becomes more and more at the general management level or with the CFO. And especially with this sustainable improvement loan, 2017, so 2015 for us was the year of the green bonds. 2017, last year, is the big innovation because the sustainable improvement loan is for everybody, not just for green projects. And it means you bring the discussion about sustainability to the table of the CFO or the CEO. And that makes it really different. When we went out in the market about a year ago with the first sustainable improvement loan, it was not yet that easy to find a client who wanted to do that first deal with us. Today, everybody's asking for it. Every panel that we go to and we talk about sustainable improvement loans, we have like 10 companies coming to us saying, can I have one? So that's really in a year time, it shows how fast the market goes. But we have to overcome some obstacles. So first it was only for rated companies, so we only had agencies who rated listed companies. Now we also have an agency who does non-listed companies. We also now did it for the first time in the real estate market. Before it was only general companies. So step by step you have to push the innovation there. And in that sense, to your question, Bertrand, it is becoming irreversible. Because if we would stop doing these things, either the clients, the general public, or our own teams would say, hey, then I don't support you anymore as a bank. Then I don't want to bank with you anymore. Then I don't want to do my loans with you anymore. So it really means that we are setting steps here that are irreversible. Of course, the big question is 2015, 2017, 2019. So what are we going to do a year from now? What is the next step to indeed touch the whole broad range of products? And we already have sustainable investment strategies for our private clients. We have sustainable investment portfolios. So there are many aspects that we are already touching. But it is true, if we want to be really accelerating the market, we need to touch much deeper into the systems of our clients, the large enterprises, to make sure that that conversation is happening everywhere. And as I said a bit jokingly before, once it's about euros, because a lower sustainability rating means a lower interest paid by the large companies, the CFOs will come to the table and will want to know everything about it, and then they will drive the change in their large companies. Merci beaucoup, Karine. Suzanne, alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le futur? Sur quoi vous travaillez chez Merrill Lynch en ce moment? So if we look to the future, let's just think about what it is that we have created with the green bond principles and this green bond like the ones that Bank of America, ING, and ECOD have all issued. We have found a way to start a conversation, and it's been a very easy tool to have a conversation about the urgency around addressing environmental issues, because
it is a bond just like any other bond that an investor might buy from Bank of America or ING or ECOD. You get the same coupon and you get the same credit quality. So post-crisis, there's nothing new for the investor to have to do to understand the risk in that investment. However, they get to vote with their bond money to say, we think that green, we think that the environment, we think that the earth is important, and we like that you are using the proceeds from this bond to support those activities. So we have started a conversation about a very important transition that we need to make on the environmental side of things. As Terry said, we need to move to a place that is able to handle climate in the year 2020 and in the year 2030 and beyond. We also have massive social transitions that are taking place, as was mentioned earlier, around aging, around digitization, around populism, and the social bonds now give us a way to vote with our bond dollars in order to move money to social issues that we deem are important. But as we've described, this is just the tip of the iceberg. We've done over $200 billion in what is an annual market of over $2 trillion of bonds. So where else can we go? We also can go towards loans, as Karine has said, but we can also go into other types of bonds. Bonds that, instead of being kind of a second order mobilization of capital, you buy the company and the company invests in green. We can start, now that we've had the conversation around the importance of green investing, and now that we've started to understand better risks in things like wind, solar, electric vehicles, mass transportation, can start to more directly invest in the projects, either by public-private partnerships, as Terry mentioned, or by pooling together loans for only green homes. Maybe the green home in the future will sell better than the non-green home because it's easier to heat, it's easier to cool, and it takes less money to do so, so you spend more money paying off your loan. So maybe the credit quality of a bond from that pool of green home loans is a better credit quality. And we've already seen Rabobank in the Netherlands issuing several of these green home loan bonds. Similarly, if we all move towards electric vehicles, maybe in the future we will have bonds where only electric vehicle loans are in the pool. We've already seen one of these out of the Tesla entity. So we can imagine that in the future, if we start making a differentiation between bonds issued by pools of green collateral versus bonds issued by pools of non-green collateral, we are more directly affecting the pricing, and we are also potentially more directly affecting the credit quality of those securities. So the last comment I would make is, beyond just green and beyond social, we are also seeing an increased focus on measuring the ESG, the environment, social, and governance. Just like you measure a credit rating, now taking a rating on the environment, social, and governance practices of a company. And just like the kind of ESG targeted loan, we think that more and more investors will assume that a bond will only be bought if it also has not just a good credit score, but a good ESG score. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, on le voit, Victoire, hein, finalement, pour l'avenir, on a le sentiment que cette finance verte, il faut qu'on l'applique à de plus en plus de domaines. Hein. On a parlé donc tout ce qui concerne donc au-delà de la finance verte, mais toutes les normes sociales. Il faut aller vraiment plus loin. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu peut-être des impératifs qu'on se donne et on va peut-être déjà trop vite? Alors peut-être déjà rappeler que ICAD, ça marche pas très bien. Ah oui. ICAD, au Climate Finance Day, a signé avec une dizaine de grands corporates le Green Bonds Pledge, qui est un engagement pour que nous soyons, nous, corporates, actifs sur le développement futur de ce marché de la finance verte. Alors je suis bien d'accord, peut-être que le marché des Green Bonds est très réducteur par rapport à ce que regroupe le concept même de finance verte, qui est beaucoup plus large. Et je crois en effet qu'il va falloir continuer à faire preuve d'innovation, on va dire, et de capacité à, je dirais, assouplir les conditions d'accès à ce marché de la finance verte. Parce que très clairement, en tout cas, moi en particulier en tant que CFO d'ICAD, je suis très désireuse, et j'y crois, au développement de cette finance, mais telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée, elle est très contraignante. Il n'y a aucun upside sur le prix, c'est ce qui a été évoqué par Karine. Je comprends
qu'il y a des réflexions en cours pour faire des produits avec des upsides dans la matière, donc ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a aucun upside sur le prix, il y a des investisseurs qui regardent ça encore un petit peu de manière timorée. Et en plus, il faut le dire, pour nous, il y a une rigidité dans la gestion de notre bilan qui, pour un directeur financier d'un corporate, n'est pas non plus aisé à gérer au quotidien. C'est-à-dire que vous êtes limité finalement, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez? Disons que nos financements verts doivent être fléchés sur ces fameux actifs verts dont parlait tout à l'heure Philippe. Et donc, ça veut dire que pour nous, une partie de notre dette, elle est complètement figée dans notre bilan. Ce qui n'est pas du tout dans le sens de l'agilité et de la gestion globale et optimisée dont nous avons besoin aujourd'hui pour optimiser nos bilans. Donc voilà, je pense en effet qu'il y a encore beaucoup à faire. Moi, je suis optimiste. Je crois qu'on va y arriver. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées autour de la table. C'est un très vaste sujet. Et n'enterrons pas trop vite les green bonds en disant que c'est rien, parce que moi, je pense que c'est le début de l'histoire de la finance verte. Merci beaucoup Victoire. Alors Thierry, donc votre pronostic à vous pour l'avenir, vers quoi il faut se diriger? Donc est-ce que vous êtes d'accord déjà avec le constat qui a été fait et justement sur cet aspect de lourdeur quand même du marché, un marché encore insuffisamment développé? Je suis d'accord sur le constat de la lourdeur du marché, mais peut-être pas du même marché. Quand je parle de marché, moi je pense plutôt à l'utilisation des green bonds que le marché des green bonds lui-même ou la capacité des investisseurs à se mobiliser autour de ça, parce que je crois que le goulot d'étranglement, il est plutôt là qu'au niveau de la capacité des financiers à lever des obligations vertes ou à mobiliser de l'argent. Ça doit être plus facile. Ce que je disais juste avant ça, je voulais rajouter peut-être un élément de transition à ce que disait Philippe, c'est qu'il y a aussi une transition migratoire, une transition One Planet, puisqu'on fait du One Planet Summit. On a aussi promis aux pays émergents de mobiliser jusqu'à 100 milliards par an à partir de 2020 pour les aider à financer cette transition. On n'en parle pas beaucoup là entre nous parce qu'on est un peu focalisé sur l'Europe, mais c'est quelque chose que Bertrand fait avec le fonds qu'il vient de monter, notamment sur l'Amérique latine. Et c'est un vrai sujet parce que la transition écologique se combat à la fois dans le sud et dans le nord en même temps. D'un seul côté, ce n'est pas forcément utile. Mais pour moi, le goulot d'étranglement, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, le faire. Donc opérationnaliser la capacité d'investir avec des objectifs de développement durable, avec des objectifs de résilience, avec des objectifs verts, plus que se focaliser sur la finance elle-même, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les États ont du mal à améliorer la réglementation. Dans ma participation au comité d'accélération de la transition écologique, le débat que nous avons tous les jours pour justement faciliter cette accélération, c'est comment on permet aux acteurs de massifier les petits projets pour pouvoir justement attirer les investisseurs, parce qu'un investisseur ne va pas investir 1 million ici, 2 millions là, mais il a plutôt envie d'investir 50 millions, surtout quand il a un portefeuille de plusieurs milliards. Et donc, le faire est important. On est presque au retour, pardon pour les termes d'ingénieur, à la maîtrise d'ouvrage à la française. On fait à la main des projets et qu'on met ensemble et qu'à partir de ce moment-là, on peut permettre aux investisseurs de venir massivement parce qu'on fait. Parce qu'après, on peut avoir des débats très théoriques finalement si les financiers se parlent entre eux sans jamais regarder le terrain et la mise en œuvre de cet argent. Le deuxième point qui est aussi un sujet crucial, c'est la formation, à la fois du public et du privé. Aujourd'hui, il y a peu d'acteurs capables d'aller financer et monter des projets ou des financements complexes. On parle par exemple des écoquartiers. Est-ce que vous savez, vous, organiser, moi je ne le sais pas, organiser les flux et le chauffage, l'électricité et l'eau dans les nouveaux écoquartiers, ça c'est un vrai enjeu et il y a besoin de monter en compétences pour le faire, pour pouvoir déployer. Et sans cette montée en compétences assez massive et rapide, on n'arrivera pas à investir plus dans le green. C'est l'enjeu un peu des smart cities, justement.
voilà, l'enjeu des smart cities, c'est qu'elles sont smart, mais nous, on ne sommes pas encore assez smart pour y arriver. Et donc, il y a vraiment un enjeu de développement des compétences, et ça mélange du digital, ça mélange de la compétence technique traditionnelle, le gazier, l'électricien, le digital, le financier, doivent être dans une boîte pour être capable d'intégrer tous ces sujets. Sinon, on n'arrivera jamais à mobiliser fortement cette finance et à vraiment avoir un impact. Le troisième, c'est la collaboration publique-privée. Le vrai sujet est le risque. Les investisseurs, quand ils voient des choses petites, compliquées, nombreuses, éparpillées un peu partout, ont besoin qu'on simplifie l'histoire. Parce qu'un investisseur, c'est très intelligent, mais en même temps, ça ne l'est pas. Attention à ce que vous dites, hein, il y en a un à côté de moi. Non, mais j'en suis un, c'est pour ça que je permets l'autoflagellation. Il y a un autre, je veux dire. Et donc, de ce côté-là, il faut simplifier et il faut pouvoir éliminer dans la mesure du possible ou réduire le risque. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de finances publiques qui aujourd'hui sont disponibles. Si je devais lister toutes les facilités de subventions de la Commission européenne, vous seriez surpris, et vous n'en connaissez peut-être que les 2/3 ou le tiers, mais qui sont justement là à la disposition des acteurs pour intervenir, pour dérisquer. Mais les banques de développement, hein, qu'on soit en France ou à l'international ou en Europe, ont aussi ce rôle de réduire le risque pour permettre l'investissement privé. Et pour finir, la mesure de l'impact. Parce que le sujet, et la mesure de l'impact commence avant d'investir, pas après dans 10 ans. Parce que savoir si vraiment l'investissement qu'on fait a un impact sur le changement de climat, sur l'inclusion sociale ou sur le reste, c'est quelque chose qui se met en place au début. Alors c'est vrai que l'ONU a fait beaucoup de travail dans la publication et l'approbation des objectifs de développement durable avec plus de 250 indicateurs de performance. Vous pouvez faire vos choix et vous consacrer à l'un ou l'autre des impacts, mais cette mesure est importante. Même le pilotage des politiques publiques doit aujourd'hui passer par la mesure de cet impact, sinon on parle dans le vide et on ne saura jamais vraiment si l'argent qu'on a investi par milliards a vraiment contribué au développement de la finance verte et de la transition écologique. Alors, on va vous entendre pour terminer. Donc, Philippe, est-ce que vous êtes aussi, on va dire, contrasté que Thierry sur votre métier, sur la façon d'aborder cette finance verte et surtout, alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein, parce que c'est quand même ça pour, justement, on va dire, ouvrir le marché, le sensibiliser, enfin, donner peut-être plus envie, justement, de cette finance verte, la rendre moins technique et moins éparpillée, peut-être, comme vous le disiez à l'instant, Thierry. Je crois que justement, je suis très positif sur le développement de la finance verte, mais je le redis, comme je l'ai dit en préambule, de la finance verte comme une brique parmi d'autres sujets que nous devons traiter en parallèle. Et que nous devons traiter pas en tant que financiers, mais en tant que participants à la chaîne de valeur économique et sociale. Et je rebondis sur ce que disait Thierry à l'instant. Effectivement, il ne faut pas confondre l'instrument et la finalité de l'argent qui est levé. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement le bon thème, le bon point, mais vous me le confirmiez à l'instant, Victor, c'est le sujet de l'impact. Et la mesure d'impact a priori et la mesure d'impact a posteriori. On a l'habitude d'entendre depuis quelques années déjà, hein, mais finalement, les épargnants, bien sûr, ils veulent du rendement, mais ils veulent aussi donner du sens à leur épargne. Ça veut tout dire et rien dire. Mais donner du sens à leur épargne, je pense qu'effectivement, on est en plein dedans là. C'est pas, tiens, j'ai envie de financer l'épicier de mon quartier, ça n'a aucun sens. En revanche, savoir qu'en investissant dans un fonds, dans un fonds qui est assez ciblé, et dont la politique permet de savoir que les projets économiques, les projets d'entreprise, les projets économiques, quels qu'ils soient, qui seront financés par mon épargne, vont passer un filtre a priori de mesure d'impact ou d'anticipation d'impact, et qu'en plus j'aurai la restitution derrière avec un reporting exhaustif et clair de l'impact que ça aura eu. Et c'est seulement comme ça que finalement j'aurai donné du sens à mon épargne. Et donc on a, nous financiers,
Nous, en l'occurrence, je ne parlerai pas au nom de tous les financiers, mais au nom des gestionnaires d'actifs que je représente à cette tribune et puis de temps en temps dans la vie professionnelle. Notre challenge, il est double, je vois. Il est toujours de vous générer de la rentabilité et donc ce couple rendement-risque dont on a l'habitude de parler depuis toujours. Mais en plus de ça, on y ajoute une dimension nouvelle et cette dimension, c'est justement cette mesure d'impact en amont et ce reporting ex post. Et c'est seulement parce qu'on le fera, non pas seulement sur la partie environnementale, mais sur la partie sociétale au sens large et sur la partie de gouvernance, mais ça on le fait déjà depuis longtemps. Et donc ce traitement, finalement, cette approche ESG de nos investissements et des investissements que l'on peut faire pour le compte des investisseurs, que ça nous permettra de mener 3 objectifs à bien et qui sont majeurs. C'est assurer la protection des patrimoines, je le redis, à court et moyen terme. Le Premier ministre, et pas que lui, ce matin, déjà hier, on a compris qu'on était dans un monde, on ne sait pas, on va entrer dans un monde, mais on est déjà dans un monde de risque. Et on est dans un monde de course contre la montre. Donc l'objectif j'insiste, l'objectif de protection patrimoniale est un objectif majeur dans cet environnement-là. Deuxièmement, on doit continuer de générer de la croissance économique qui est absolument nécessaire aux équilibres géopolitiques. Sans croissance économique, vous voyez un peu ce que ça donne. La cacophonie européenne aujourd'hui, c'est quand même parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas de croissance économique en Europe, ou en tout cas qu'elle est très faible. Et troisièmement, c'est ce qui nous permettra aussi de transmettre une planète digne de ce nom aux générations futures. Donc, moi, je suis très optimiste parce que les opportunités, elles sont importantes. Les opportunités en termes d'investissement offertes par, que ce soit la finance verte en tant que telle ou plus largement les points que j'évoquais, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, beaucoup de projets extrêmement vertueux à financer. Donc, concentrons-nous là-dessus parce que c'est la meilleure façon d'apporter rendement et mesures d'impact à l'ensemble de nos épargnants. Et dernier point, je crois que là aussi le Premier ministre l'a dit ce matin, nous, citoyens, en avons marre finalement d'être spectateurs. Donc soyons acteurs, pas grâce à nos aspirations, soyons acteurs parce que de toute façon on est responsable de ce qui se passe. Donc faisons-le à notre échelle et encore une fois ne confondons pas l'instrument et la finalité de l'argent qui est levé. Merci beaucoup Philippe. Alors je crois que vous aviez des questions. Monsieur, oui, devant. Si on pouvait avoir un micro, voilà. Merci mademoiselle, vous allez avoir un micro tout de suite. Aussi après madame là-bas. Donc ici là, devant à gauche, là. Enfin à ma gauche. Merci. Premièrement, j'aimerais bien féliciter le Cercle pour cette discussion très riche. Et je voulais poser une question à Karine Van Genip. Je fais en anglais, je crois que c'est plus simple. Your loans, they apparently help to respond one big question about the pricing of green loans, because they very often it's hard to price the green loans because they're not segregated in the balance sheet of the companies. But when you say that you have a special price for these loans, for these sustainable companies, it's because you believe they are less risky than if they are not sustainable. So you're giving a premium for the sustainability, but it's basically risk-based. Is that right? Exactly. So a company gets a loan, a sustainable improvement loan for general purposes, so an RCF. You can draw it or not. And it's not for special projects, it's really for general use. And then the price you pay for the loan, the conditions you pay for the loan, are dependent on your sustainability rating. So the higher your rating, the better the conditions, so in practice, the less interest you pay. And why do we do that? Because we're really convinced that more companies that are more sustainable are more oriented towards the future, are less risky, and we have the first historical data to prove that. It's very short time yet, but our conviction is that they are more stable. And why? Because we know that companies who are more externally oriented and more longer term oriented are better performers. And we can see it in all the statistics that companies that are more diverse and more externally oriented will perform better in the long future. So the credit risk, in the end, that they concede is lower.
Une autre question, oui, madame. On va vous apporter un micro et ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Merci. So I'm thinking about the consumer's perspective, right? We have the green bonds, but what we don't have now is a way to truly evaluate whether green is truly green. How much work has been done to make more transparent, improve on disclosure, both individually and collectively, to enable more, less asymmetric information between producers of these bonds and the purchasers? Alors, qui veut répondre? We all. It's very collective what we do. I'll take it. Yeah. Okay. So one of the what we always call the fourth and most important pillar of the Green Bond Principles is reporting, which means you disclose in your bond document general categories where the money will go, and we now in the Green Bond Principles have a list of 10 eligible categories, which include things like renewable energy, mass transportation, green certified buildings, open space restoration, etc. But then the issuer needs to, by the first anniversary of the bond, create either a newsletter or a sustainability report or a website that says, here are the very specific projects, this particular wind farm in Germany, this particular solar panel farm in Spain, etc. They need to describe specifically where the monies went. We now have indices that are looking and checking to see if that reporting is being done, and if the reporting is not done, the bond gets kicked out of the index. And then the investors are now asking, if possible, can you also provide some kind of estimated environmental impact for each of your projects? We recognize that there's not yet a globally agreed upon impact reporting standard, but can you give us your best efforts and explain your methodology? Alors, des éléments de réponse complémentaires par Victoire et Philippe. Juste pour préciser en complément qu'en effet, toutes les émissions green, par définition, sont notées par des agences extra-financières, Sustainalytics, Viageo, etc. Et que ces émissions font l'objet d'un reporting, ce qu'évoquait Suzanne, extrêmement détaillé, avec la manière avec laquelle nous calculons l'effet positif sur l'environnement en matière de réduction de consommation de CO2, par exemple. Et c'est extrêmement précis. Et c'est pour ça, justement, que c'est un marché très, très contraignant et qui ne décolle pas plus vite que cela. C'est bien parce que c'est pas si facile que ça, mais c'est suivi de très très près. If I may add one remark, we all subscribe to the same green bond principles. And that's very important that we use the same way of reporting, we use the same principles, so we're all using that same mechanism of reporting. And then one last comment on the categories. You know, when we started writing the Green Bond Principles, we said, well, we have our opinions about what counts, but since we're two bankers, maybe we won't be taken seriously on that. When we gave the Green Bond Principles to the ICMA, they then created a working group to specifically try to address what categories would count. And as I mentioned, we now have 10 categories with subcategories, and we've consulted with NGOs, et cetera, and putting that together. But part of the action plan for the European Commission for the next year is to actually come up with a taxonomy of climate mitigation projects, and then shortly thereafter of climate adaptation projects. And that will go a long way to describing the funnel of categories that can go into the green bond, and then we've described the reporting that comes out. Alors, un mot de Philippe, et après, donc, ce sera la conclusion de Bertrand. Non, juste un mot, madame, parce que votre question est excellente. Et jusqu'à présent, dans la plupart des activités financières, vous aviez des analystes financiers qui analysent la partie financière au sens quantitatif, et puis vous avez eu d'autres équipes ailleurs, voire peut-être certaines fois même pas sur le même site géographique, qui analysent la partie extra-financière à laquelle on a fait référence ici. Et donc, ça a vraiment des limites en termes de fonctionnement. Et ce que nous avons fait, et la personne qui l'a fait est assise juste derrière vous, en l'occurrence, on l'a fait il y a 2 ans. On a mergé nos équipes, c'est-à-dire que les gens ont à la fois une casquette d'analyse quantitative, financière, classique, telle qu'on l'apprend à l'école et sur les bancs de l'université, et cette casquette extra-financière, de manière à avoir une analyse globale. Et c'est seulement en ayant cette analyse globale, mais qui est une analyse fine, poussée et complexe, qu'on peut se faire une idée du projet global. Bertrand, alors,
Merci pour ces précisions. Bertrand, alors la conclusion. Je crois qu'on a déjà dépassé les temps. A quick word on this, because I think a lot still needs to be done. Because as a retail customer today, I think you will be not in a position to enforce all the things that we've just talked about. So I think a lot still need to be done for retail customers about the tracking and the enforceability of the green bond. What happens if people don't respect the commitments? Nobody really talks about it. Do you lose your green bond status, and what happens to that is a big question still, because you can remove it from the index, but that doesn't really do anything because you're not giving the money back. So the reality is it's still not a product that retail customers should be buying. Merci. If I may add one sentence. We are really Sorry, out I of think time. it's finished. I'm really sorry. It's really we are really out of time. So let me conclude extremely briefly. First, pardon, je repars en français, excusez-moi, c'est la contagion. Je disais en introduction, je ne savais pas si le verre était à moitié plein, à moitié vide ou un peu moins que vide. Donc après cette conclusion, je remplis un peu mon verre. Donc je repasse à moitié-moitié. Je crois qu'il y a quand même une tonalité positive, il se passe des choses, il y a un certain nombre de perspectives qui ont été ouvertes et c'est positif. Donc 5 points en conclusion. Le premier, Karine l'a dit d'entrée, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de planète B, on le sait. Et donc il faut qu'on travaille sur cette planète A, y compris, Philippe l'a dit, dans sa dimension patrimoniale. Donc ça c'est un point important. En général, quand on touche au portefeuille, ça a un peu plus d'effet. Deuxième point, on a parlé de green bond et de finance verte et on s'est très vite rendu compte que c'était un élément d'une réflexion plus importante. Finance verte, c'est très bien, c'est pas suffisant. Thierry l'a dit à plusieurs reprises, il faut aller au-delà. Et au-delà, non seulement en termes de produits, de l'ensemble de la finance, mais au-delà aussi en ce sens qu'il faut prendre l'ensemble des transitions. Je crois que Philippe l'a dit, la transition climatique est une des transitions à laquelle on est confronté, à laquelle il faut qu'on adapte la finance. Encore une fois, c'est ce que je disais dans l'introduction, la métamorphose du monde suppose aussi une métamorphose de la finance, et pas de manière ponctuelle. Troisième point, on le voit bien, et c'est d'ailleurs le foisonnement de cette table ronde qui en rend le mieux compte, l'histoire de cette finance verte ou de cette finance durable, elle est extrêmement récente. Suzanne nous a raconté les principales étapes. Elle est donc extrêmement fragile. On voit bien les goulots d'étranglement, on voit bien les faiblesses de l'écosystème. Thierry en rappelait une à l'instant, les questions d'évaluation, de mesure, de transparence. Qu'est-ce qui se passe si les gens ne font plus ce qu'ils ont dit? C'est vrai que c'est une des questions à laquelle on préfère ne pas répondre pour l'instant. Un travail d'éducation de l'ensemble de la chaîne, un travail de compétences, un travail sur les coopérations entre secteur public et privé. Donc on va au-delà, c'est mon quatrième point, on voit bien qu'il y a des perspectives qui sont ouvertes, notamment sur l'usage. On voit bien que la finance verte, ce n'est pas juste un produit, c'est un produit qui sert à quelque chose. La finance, je le dis souvent, ce n'est pas un maître, c'est un serviteur. Donc on parlait de logement, d'automobile, etc. Comment est-ce qu'on peut transformer plus profondément la planète sur laquelle on vit? Aller au-delà de la simple obligation, vous avez parlé du loan en particulier, mais tous les produits financiers, dans quelle mesure on peut aller au-delà? Retravailler, on l'a dit à plusieurs reprises, public et privé, surtout simplifier, fluidifier, former ce système. Ça, c'est le grand enjeu des prochaines années. Et au-delà, à partir du simple, je reviens, de l'obligation verte, comment est-ce qu'on peut transformer l'ensemble du système financier? Ça, c'est la vraie question. Dernier point, Thierry l'a dit aussi, on est resté, parce que c'est notre habitat naturel, parce que le système financier fonctionne assez largement comme ça, très européen ou très pays développé. Et le grand enjeu du climat, le grand enjeu du développement durable, il faut être honnête, il n'est pas tant chez nous que dans les pays émergents en développement. Et c'est là que les sujets qu'on a traités sont beaucoup plus compliqués, mais aussi où les enjeux sont beaucoup plus importants, notamment les enjeux de mesure de l'impact, par exemple. Et donc, en conclusion de ma conclusion, je pense que l'appel, et je fais écho à ce que disait Madame à l'instant, on doit être acteur de cette transformation. Ce n'est pas eux qui ont l'argent qui vont faire le monde. Cet argent, je le dis toujours, c'est un petit peu démagogique, mais c'est assez vrai, c'est notre argent. Et si on veut que notre argent serve nos valeurs, effectivement, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on parle. Et je pense qu'il ne faut pas laisser cette transition, cette planète A, c'est notre patrimoine, au sens financier du terme. Si on ne s'en empare pas, on ratera quelque chose. Je vous remercie. Merci à tous, merci de les applaudir.